Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, chaque vendredi, 12h30, 13h, l'émission consacrée aux meilleurs gérants de la place en partenariat avec Challenge et également Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous consacré à la bourse et avec une actualité riche. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Eric Turgeman. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable adjoint mondial de gestion action chez Amundi, un ancien de l'ASGAM, 28 ans de maison. Donc on peut dire que vous avez quelques galons et quelques prétentions à nous éclairer de vos lumières. C'est ce qu'on aime bien dans cette émission. On commence comme chaque semaine avec les impressions macro. C'est la femme de la semaine, on va le dire souvent, hein, Janet Yellen, la nouvelle patronne de la Fed. Prenez la parole et, contrairement à ses petits camarades masculins, elle est beaucoup plus précise. Elle dit les choses. Hein. Greenspan avait tendance à dire « si vous me comprenez, c'est que je me suis mal exprimé ». Elle, on la comprend assez clairement, elle va remonter les taux aux alentours de 6 mois. Ça a commencé à créer une espèce de coup de semonce. C'est pas certain. Donc c'est moi qui n'ai pas compris. Non, mais je pense qu'on a trop tendance à vouloir décortiquer chaque mot, chaque souffle, chaque respiration de chacun des responsables. Déjà, qu'est-ce qu'a fait la Fed depuis maintenant 6 ans, hein, depuis la crise de Lehman, pour faire quelque chose de très grossier. La Réserve fédérale et les banques centrales, un peu partout dans le monde, se sont aperçus qu'il y avait finalement, la planète prenait feu. Et ils ont commencé à vouloir éteindre ce feu, cet incendie, avec des lances à eau, et puis après avec des canadaires. Hein. Donc ils ont envoyé des canadaires en se disant il faut mieux inonder et arrêter, stopper cet incendie. Et puis après on verra, hein, quand il y aura suffisamment, quand il n'y aura plus une flamme qui continuera à brûler, on verra ce qu'on fait. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que finalement, on peut dire que l'incendie est quasiment éteint. On est passé quand même pas loin de la catastrophe. Hein. Souvenez-vous de ce qu'on disait encore il y a encore 2 ans. Hein. Bon. Donc là, on est dans l'incendie est presque éteint, mais presque éteint. Peut-être pas complètement. Donc la Fed, elle est en train de se dire on va continuer, enfin on va arrêter d'envoyer donc nos canadaires, mais on va quand même être très vigilants. Alors évidemment, les marchés aimeraient le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils aimeraient voir la croissance repartir en se disant les entreprises vont faire des bénéfices, mais on continue à être très accommodant et on vous donne encore de la morphine. Bon. Et ce que fait la Fed maintenant, c'est qu'elle prépare en disant ça va mieux, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc à un moment donné, on va remonter les taux. Elle continue à sevrer en tout cas en termes de liquidité, on passe de 65 à 55, on diminue 10 milliards par mois grosso modo. Oui, et donc on en remet encore. Hein. Enfin, oui, on continue à en remettre, mais on diminue la dose. Mais malgré tout, ce terme de 6 mois a suscité pas mal de commentaires et c'est un peu le jeu aussi parce que la sémantique a son importance, les mots, les termes sont choisis précisément et on s'est dit quand même là, il y a quelque chose, elle prépare quelque chose qui pourrait être quand même un peu plus rapide que ce qu'on imaginait. Tant mieux. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, tant mieux. Enfin, moi, je prends ça positivement. Si c'est ça, c'est qu'effectivement, les États-Unis vont mieux, que la croissance repart. Alors après, on peut parler des chiffres de 8, de 9, 3, mais tant mieux. À la limite, plus vite on remontera les taux, et plus ça prouvera que le patient n'est plus malade. Hubert, est-ce que vous trouvez qu'il y a une touche Yellen qui commence à se mettre en place ? Oui, certainement. Évidemment, elle était la vice-présidente de la Réserve fédérale depuis un petit moment, pendant le moment où les pompiers ont mis l'eau au maximum, pour prendre la démonstration. Elle est en train de faire quand même le job d'un banquier central, c'est-à-dire avec la parole, et pas avec les actes, de préparer effectivement une normalisation des taux. Hein. C'était attendu, il faut quand même pas... son prédécesseur avait dit, on va commencer par diminuer les doses, puis donc on fixera ça. Vous partagez le point de vue d'Eric Turgeman ? Non, c'est une bonne nouvelle. Elle demande quoi ? Elle demande finalement au marché obligataire de faire le boulot, de relever les taux longs pour justement éviter le crack. Parce que c'est bien avec la parole qu'elle le fait, le moment venu, quand les taux monteront vraiment. En même temps, elle réduit quand même les perspectives de croissance très légèrement, mais pour 2014 et pour 2015. Et elle dit quand même clairement que le chômage en taux de 6,5, c'est pas seulement son seul indicateur de chômage. Donc elle souffle le chaud et le froid, mais
je pense que le plus important, c'est que ça va suffisamment bien pour qu'elle le dise, et surtout, elle demande au marché financier, c'est-à-dire au marché des taux longs, de faire le job, et ça évite évidemment le risque. Oui, et puis en réalité, je ne serais pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement regarder un chiffre, ils ont toujours l'œil sur l'économie américaine, le chômage, etc. Donc ça veut dire qu'il y a finalement une espèce de parapluie, et c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Hein. Soit l'économie repart, et tant mieux, soit à un moment donné, il y a des craintes, parce qu'on en reparlera, mais il peut y avoir ça peut dérailler, et auquel cas, eh ben, elle est prête à revenir en arrière. Alors, elle confirme quelque chose qu'elle avait dit dans ses premières déclarations, c'est que l'Amérique est son problème, et que les pays émergents, etc., n'est pas son problème. Et moi, j'y vois quand même une touche féminine, avec moins de dogmatisme, plus de pragmatisme, plus de clarté aussi, appeler un chat un chat. Enfin bon, je pense que c'est des qualités assez féminines et qu'elle instillera peut-être une patte un peu différente à cette institution. On va enchaîner avec la Crimée. La Crimée, l'Ukraine, bon, c'est passé par pertes et profits. Un mot cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'or qui reflue et on a les bourses qui se stabilisent. On peut dire l'indice russe gagne 7%, les indices européens remontent avec une plus forte remontée de l'indice allemand qui avait plus baissé à cause de la Crimée. On a l'impression que, comme souvent, hein, on avait peur de la nouvelle, maintenant qu'elle est là, c'est comme ça. Oui. Les marchés, clairement, n'intègrent absolument pas de dérapage. Enfin, de dérapage, ça a déjà bien dérapé. Hein. Enfin, si on est ukrainien, on ne peut pas appeler ça un dérapage. Mais les marchés ne considèrent pas que ça va s'empirer. Maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'on vit avec des crises majeures un peu partout dans le monde. Ça peut accroître la volatilité à très court terme, mais finalement, les marchés, ce n'est pas tellement ça qu'ils regardent. Maintenant, soyons très clairs, si ça devait dégénérer, là, il y aurait une réaction plus forte. Mais les marchés n'y croient pas aujourd'hui. Effectivement, comme vous disiez, on est revenu au niveau d'avant-crise. On fait quelques rodomontades, mais bon, ça guère plus loin. Depuis le début de l'année, les indices européens font plus ou moins zéro, donc il n'y a rien à dire. On prend les questions des internautes. Tête demande un commentaire sur les tests de résistance des banques US. Alors, Eric, qu'est-ce que ça vous inspire? Et il précise d'ailleurs une solvabilité en hausse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vers la fin de la crise, point d'interrogation. De la crise bancaire, enfin, d'une manière générale. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute manière, les banques ont dégonflé leur bilan. Bon, déleveragé, voilà. Donc, si on revient 5 ans en arrière, les bilans des banques étaient 10 fois supérieurs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il n'y aura plus du tout de crise bancaire? C'est impossible d'affirmer ça. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup plus surveillé que par le passé. On parle des États-Unis, mais il y a l'union bancaire qui est en train de se mettre en place. Oui, absolument, c'est un autre sujet. C'est le même. On voit bien que chacun peut regarder ce qui se passe chez le voisin, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 2008. Donc il y a une plus grande transparence. Voilà. Et puis des risques qui vont être beaucoup moins forts que ce qu'ils étaient par le passé. Hubert, le secteur bancaire, c'est derrière nous les problèmes. Ça rejoint la remarque précédente, c'est-à-dire que le secteur bancaire, il a été mis sous respiration artificielle depuis maintenant 5 ans, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de réduire leur bilan, mais on les a subventionnés en leur donnant de l'argent, autant qu'ils en voulaient, pour zéro. On n'en est pas à la fin de ça, mais quand même, ça va devenir une normalisation. Mais effectivement, c'est une très bonne nouvelle. On voit aussi que les marchés le saluent, évidemment. Mon voisin ne va pas parler des résultats du Crédit Agricole, mais ça a été, ou ses perspectives, ça a été très bien accueilli. Et donc, on voit que les gens commencent à y croire. Même la Deutsche Bank, on commence à y croire, et ce n'était pas la plus brillante du lot. Est-ce que vous faites un distinguo entre banques américaines et banques européennes ? Non, parce que même, à l'intérieur, il faut vraiment faire le tri. Toutes les banques européennes ne sont pas classées à la même enseigne, donc on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté les banques américaines, d'un côté les banques européennes. Après, les banques américaines, beaucoup sont des banques dites d'affaires, d'autres des banques un peu plus de détail. C'est difficile de faire comme ça un distinguo par rapport à... Mais on a l'impression qu'on est reparti comme en 40, et j'entends ce genre de commentaires de la part d'industriels, de la part d'observateurs attentifs des marchés financiers qui me disent, bon, finalement... Voilà, on n'a pas pris des mesures qui éviteraient que ça se reproduise. À chaque fois, on dit cette fois c'est la dernière. Et finalement, on a eu très peur. Ça a tenu grâce aux banques centrales et on repart comme en 40 avec des systèmes de montage, de titrisation, d'endettement, de bonus qui reviennent. C'est pas tout à fait vrai quand même. C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu de l'encadrement de partout, enfin des autorités nationales, des autorités européennes. On va voir aussi la BCE. Donc l'union bancaire, ça va changer les choses. Quand même, oui, clairement. Ce qu'on demandait, c'était de la transparence, c'était de savoir, c'était pas d'interdire aux gens qui avaient des prêts d'aller sur les marchés. Ce qu'on demandait, c'est de savoir qui faisait quoi et de juger le risque. Pour cela, il y a cette union bancaire, et cette union bancaire a aussi la conséquence de sanctions sur les paradis fiscaux qui ont marché.
marché. C'est ça qu'il faut. On se rend pas compte. On dit c'est comme avant, mais c'est pas tout à fait comme avant. Hein. C'est quand même en 5 ou 10 ans, on a fait des progrès sur les secrets bancaires, sur les paradis fiscaux, et ça c'est très très important, effectivement, pour voir ce qu'il y a dans les banques. Et le fait que finalement le too big to fail se poursuive, c'est-à-dire que on peut prendre des risques qu'on ne paiera pas en ultime ressort, est-ce que là aussi il n'y a pas un vice fondamental? Pas si, enfin, certains vont payer, c'est-à-dire que maintenant on arrive à voir, d'ailleurs quand on rentre dans les détails, hein, les actionnaires, les créanciers, les déposants au-delà de 100 000 euros, donc en fait, qui ne payera pas, c'est le contribuable. Hein, donc en fait l'union bancaire c'est un peu ça aussi, hein, d'une certaine façon. Donc on ne peut pas dire qu'on va laisser faire n'importe quoi. Donc il y a un contrôle. 2, il y a aussi le contrôle de la faillite éventuelle, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait un effet domino qui se serait installé. Allez, on passe aux réalités micro. Alors, toujours beaucoup de résultats, de publications, de prévisions. Hubert, qu'est-ce que vous retenez sur cette semaine? Alors, cette semaine, ce qu'on doit retenir, c'est l'arrivée à la Bourse de Paris. Ça intéresse évidemment nos téléspectateurs. Des opérations, c'est-à-dire qu'on avait eu les ciments français il y a 15 jours, donc la part que ne détenait pas Italcementi va être achetée et sous OPA. On a une opération sur Bourbon, on a une opération de la Société Générale de nouveau sur Boursorama. On a ce retour et quand on voit le palmarès, Boursorama qui gagne 26%, Bourbon qui gagne 22%, et même en descendant depuis le début de l'année, on voit que les gens commencent à jouer ce concept-là. Ouais. Un seul exemple, la financière de l'ODEC, qui est la holding de Bolloré, gagne 22% depuis le début de l'année, quand Bolloré gagne 3%. Donc les gens commencent à jouer les dossiers. Mais les dossiers par le petit bout de la lorgnette, j'ai envie de dire, parce que c'est du rachat de minoritaire. C'est-à-dire on connaît la filiale, on en détient la grande partie, on sait où on met les pieds. On ne s'aventure pas encore sur la glace trop au milieu du lac. Hein. C'est dur avec les télécoms, quand même. Alors, on va reparler de ça, à l'exception des télécoms. C'est un début. Ouais. Je pense que les croissances, que les fusions, acquisitions, sous toutes leurs formes, d'abord rachat de minoritaires, puis rachat d'autres sociétés, vont continuer en Europe. Parce que l'Europe, finalement, a une croissance faible, et c'est très facile à comprendre. Croissance faible, ça veut dire prendre des parts de marché, c'est pas évident. Hein, c'est-à-dire que le gâteau ne grossit plus. Le gâteau, il va plus grossir. Donc il faut aller prendre dans l'assiette du voisin. Donc il faut aller prendre, et alors on va sans doute reparler des télécoms, mais à un moment donné, la croissance interne devient difficile, donc on se tourne vers la croissance externe en regardant comment faire pour accroître mes résultats. Et donc, on rachète une société, si elle n'est pas trop chère, si ça ne dilue pas le résultat, et ça va se poursuitre. On a un exemple avec des professionnels de ça, c'est les sociétés qui placent l'argent des autres, c'est Euraseo, qui cette semaine à la fois annonce d'aller vers la cotation d'Europecar, donc qui est une très très grosse partie de ses actifs, et puis son investissement à nouveau dans une valeur de luxe qui est des Iguales, où ils espèrent de faire pareil que Moncler. Donc on voit quand même qu'il se passe quelque chose. Les gens sont moins pétrifiés, alors sont moins pétrifiés parce que les bilans sont peut-être plus crédibles, parce que les business plans se voient. Ils ont beaucoup de cash. C'est ça, hein. Et voilà. Que derrière, quand on regarde en transparence, ça veut dire que les sociétés sont redevenues riches, beaucoup d'entre elles en tout cas, elles ont restauré leur bilan. Il faut faire quelque chose de cet argent. Et alors, il faut faire quelque chose d'intelligent. Donc, et comme en fait les taux sont à 0, hein, pour faire simple, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent? C'est de racheter ces minoritaires, parce qu'effectivement, c'est un moyen d'accroître les résultats et d'aller au-delà de ça. Alors, ça nous amène à la guerre des ondes. Une guerre qui rebondit, encore une fois, avec beaucoup de questions qui nous parviennent. Donc, ce mouvement, cette nouvelle offensive, cette surenchère de Martin Bouygues, épaulée par J.C. Decaux, épaulée par François Pinault, épaulée par la Caisse des dépôts, tout cela rime, pour surenchérir et proposer 1,5 milliard de plus par rapport à Numéricable. Votre sentiment sur cette guerre ? Il y a beaucoup de réalités derrière ça. Premièrement, Bouygues était sans doute dans une impasse et a besoin de faire quelque chose, clairement, puisque c'était le plus petit des trois gros acteurs. Donc on voit bien qu'ils sont un peu acculés. C'est un geste désespéré, ça, cette surenchère, ou c'est quelque chose qui fait sens? Ça fait sens, mais ils y tiennent. Et voilà, donc finalement, le gagnant de tout ça, c'est Vivendi, finalement, puisqu'il a un actif qui est en train de se valoriser de jour en jour. Vivendi peut dire finalement on va aller vers Bouygues, sortir de Numéricable. Je pense que Vivendi peut faire ce qu'il veut, contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'effectivement il y a une pression du gouvernement pour favoriser un mariage plutôt qu'un autre. Malgré tout, on voit bien que ce n'était pas ce qui était en train de se passer. Donc je pense que là aussi on a un peu exagéré sur
le côté France antilibérale, etc. Donc tous les acteurs ont un intérêt. Après, au-delà de tout ça, ça veut dire aussi, mais c'est ce que je vous disais dans mon propos précédent, il y avait 4 acteurs. On est en train de voir que finalement, on a fait l'essai de plus d'acteurs pour le consommateur. Et puis là, on revient sans doute à un peu plus de concentration dans un marché qui finalement ne croît pas réellement. Donc voilà, c'est finalement si Bouygues... C'est la politique de l'offre version télécom. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Hubert, vous, comment est-ce que vous percevez ce match qui rebondit cette semaine? Le match rebondit, ça veut dire quoi, comme on vient de le dire? Ça veut dire que ce soit Numéricable ou que ce soit Bouygues avec ses alliés, qui est en train de faire un tour de table, puisque c'est une annonce de bid avec un tour de table. Alors justement, Guillaume demande, Bouygues s'entoure, un rachat avec un capital trop dilué, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? C'est un projet. C'est un projet purement... Quand Bouygues a créé Bouygues Télécom, il l'a créé avec un financement projet. Et il n'avait pas mis sur la table la valorisation ni de son immobilier, ni de son BTP, ni de la télévision. Ça va être vendu plus cher, que ce soit à Bouygues ou à Numéricable. Donc c'est sûr que c'est Vivendi le gagnant, et qu'on a quand même le sentiment que dans tout ce mercato, Orange est un point fort, et Orange peut tirer un peu les marrons du feu de ces réorganisations en tous sens qui vont avoir lieu. Alors ça nous amène à une question de Charles. Faut-il investir dans les télécoms au-delà? Si on suit votre raisonnement, peut-être moins d'acteurs, des marges restaurées, pricing power qui va mieux? Il reste à 3, oui. On ne sait pas encore. Hein. Ouais. Finalement, il peut Pour être l'instant, 4 avec... c'est le scénario de 4. Voilà, un scénario de 4. Mais même le scénario de 4, Numéricable SFR, pourrait amener une concentration Bouygues Télécom Free et ramener à 3 aussi. Derrière, il y a des chances qu'on termine à 3. Donc ça ne sera sans doute pas Donc, ça sera clair, au détriment du consommateur. Est-ce qu'on joue de l'actionnaire? Oui. Est-ce qu'on joue les télécoms? D'une certaine façon, oui. On revient sur des Orange, Oui, sur des Iliad, on continue à aller sur Iliad? Oui, moi, Iliad, c'est celui qui a mis le souk, si on peut dire, mais il a l'initiative. Bouygues était plutôt en défensive. Quand Bouygues a baissé le prix de sa box, c'était justement pour répondre à l'offensive d'Iliad et pour attaquer Iliad. Là où ça lui fait mal, c'est là où il gagne de l'argent, c'est sur les box. Hein. Le secteur a baissé depuis quelques années parce qu'on était dans un secteur déflationniste. C'est-à-dire que semaine après semaine, vous aviez des prix qui baissaient. Alors tant mieux pour nous, on payait nos forfaits de moins en moins cher. Et voilà. À partir du moment où on se rend compte, alors en termes savants, l'ARPU, enfin le revenu par abonné, commence à se stabiliser, voire éventuellement pourrait remonter, notamment avec tout ce qu'on peut faire à travers la téléphonie, Internet, etc. On a stoppé la déflation. Voilà. Donc on n'est plus dans un secteur qui... Alors, vous parliez de la galaxie Bolloré, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a eu les résultats d'Avas, les résultats de Bolloré, il y a toute cette logique financière de l'ODA. La spirale est bonne. Il faut reconnaître l'Afrique, c'est l'Afrique, mais l'Afrique, c'est de la croissance. C'est de la croissance, c'est de la marge, ils gagnent de l'argent. Donc, ils sont quand même toujours appuyés sur leur autofinancement. Et derrière, Havas ne surprend pas, mais Havas est dans les cordes. On ne peut pas dire le contraire. Bon, il y a eu des très grosses plus-values qui ont été faites l'année dernière, il y a 2 ans, notamment sur les ventes de la télévision. C'est dans les cordes, politiquement, l'autolib, etc. C'est quelque chose de brillant. Les batteries, Blue Solutions, je crois, est en hausse de 10% encore cette semaine. Donc on voit, tout se passe plutôt bien, et Vivendi, c'est un pari qui se passe plutôt bien aussi. Pour autant, la bourse, je crois me souvenir, n'aime pas trop les conglomérats. Il y a toujours les décotes et autres. Est-ce que ça, c'est pas le frein aussi? La bourse préfère toujours des acteurs purs, parce que c'est plus facile éventuellement d'ailleurs à racheter. Donc il y a une décote de holding. Après, il y a une limite. Voilà. Et je partage cet avis. Ouais. Bon, d'autres valeurs avant de refermer ce chapitre micro? Les stars, on a eu des publications de Zodiac et d'Hermès qui restent des stars. Alors Hermès, une star qui était très bien payée, donc il ne monte pas beaucoup, mais Zodiac, tous les ans, on voit que dans un métier qui est quand même concurrentiel, qui est mondial, qui est en B2B et pas en B2C, eh bien tous les ans, ils arrivent à délivrer, comme disent finement les marchés financiers. Vraiment, c'est très très impressionnant, et c'est sanctionné par la bourse, puisque cette semaine, on a presque 10% à nouveau de bénéfices sur Zodiac. Dans une industrie où on a énormément de visibilité, c'est presque une surprise. Eric Turgeman, vous, c'est votre métier, trouver les stars. Est-ce que vous trouvez que justement, ça se passe au niveau macro, au niveau des entreprises, ou est-ce que finalement il y a des secteurs porteurs? L'aérien, c'est vrai qu'on voit ces carnets de commandes, donc on se dit, si on n'est pas manchot, on en profite. Oui, l'aérien, c'est quelque chose de durable. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas compliquer les choses à l'extrême. C'est qu'on a devant nous une croissance du secteur. Voilà, on va avoir de plus en plus... pour le luxe, en fait, donc on peut jouer ces grands thèmes. Alors, attention, le luxe à long terme, oui.
À long terme, oui, parce que le luxe, la croissance du luxe, ça sera dans les émergents. Et si on est encore là dans 15 ans pour faire une table ronde et pour en parler, on se rendra compte que les ventes de LVMH, par exemple, se feront nettement plus en Chine, en Inde, au Brésil, etc., malgré les turbulences d'aujourd'hui, qu'en France, en Italie, en Espagne. Mais là, à court terme, c'est un peu la panique parce que vous avez des monnaies qui dévissent, etc. C'est pour ça que ces valeurs ont été un peu massacrées. L'aérien, c'est quelque chose de structurel. On vendra de plus en plus d'Airbus et de Boeing, et puis tout ce qui va avec derrière. Et le militaire n'est pas fini non plus, d'ailleurs. Alors, malheureusement ou heureusement... Sur un autre secteur qui est un secteur qui est très paradoxal, surtout vu de la France, qui est le secteur automobile. On n'a jamais vendu autant d'automobiles dans le monde. Il y a eu une vraie crise, et là, boursièrement, derrière Peugeot, mais derrière tous les équipementiers, on a un mouvement, qui a d'abord été évidemment le mouvement de Volkswagen, avec ses grands paris internationaux, mais on a un vrai mouvement sur l'automobile en général. Oui, parce qu'on vend de plus en plus d'autos quand même, oui, malgré tout. On a retrouvé les niveaux hauts d'il y a 5 ou 6 ans. Donc là aussi, il y a une logique, il y a une croissance qui repart un peu partout. Soyons simples, on vend plus de bagnoles, donc voilà. Oui. Une dernière question pour vous, Hubert, avant de refermer ce chapitre consacré à la micro. Gaston demande un mot sur Saft, une valeur qui se renforce, point d'interrogation. Alors Saft, c'est un pari sur les batteries. On rappelle, c'est les batteries, oui. C'est un pari sur les batteries, justement. Un pari que fait Bolloré aussi, on en parlait. Oui, alors Bolloré le fait avec Blue Solutions, et Saft est un pari qui est extrêmement compliqué, qui est cher, surtout. C'est une valeur qui est un peu chère. Vous êtes plutôt... Moi, c'est une valeur... Et les valeurs chères, c'est un peu comme ce qu'on disait pour le luxe. Quand une valeur est chère, il suffit qu'elle déçoive un poil et elle dévisse en Donc bourse. vous êtes à l'écart. Oui, plutôt. Ok, on passe tout de suite à notre rubrique stratégie et gestion. Alors, Éric Turgeman, on arrive à votre cœur de métier, parce que la stratégie et la gestion, c'est votre responsabilité, piloter cette allocation d'actifs. Hubert voulait parler des devises, l'euro, le yuan, le dollar, bien sûr. Cet euro qui n'arrête pas de monter d'un côté, et d'autre côté, l'entrée du yuan, l'entrée de la Chine, un peu dans la guerre des monnaies, de manière discrète, mais quand même de manière réelle. Alors, l'euro, on est à 1,37 ce matin. Alors, on avait frôlé les 1,40 la semaine dernière. On est à 1,37. C'est trop cher pour nos exportateurs. C'est-à-dire que si vous interviewez le PDG d'Airbus, il va vous dire je serai plus à l'aise avec un euro plus faible. Ça n'empêche pas de vendre. Et surtout, si vous regardez une courbe de l'euro-dollar depuis 10 ans, ça fait à peu près 10 ans qu'on se balade autour de 1,30, 1,35. Alors avec des hauts et des bas, on est monté, on a fait 1,60, on a fait 1,20, etc. Mais on est dans cette zone. Alors évidemment, le trader va regarder à 3 jours, mais on est dans une zone qu'on connaît depuis 10 ans. Alors que les industriels sont à peu près il ne faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin, mais on est à peu près dans des zones pas complètement inconnues. Maintenant, effectivement, nos exportateurs se porteraient mieux avec un euro un peu plus faible. Le problème, effectivement, c'est que l'euro est un peu la variable d'ajustement, puisqu'il n'y a que la zone euro qui ne joue pas sur sa devise pour essayer de doper ses exportations. Le dollar s'ajuste en permanence volontairement, et puis là, on voit aussi la Chine qui essaie de faire baisser ça. La Chine, donc tout à fait. Et en matière, justement, de stratégie, d'équilibre de portefeuille, vous jouez ça comment ? Ça, quel impact, cette guerre des monnaies, comme on l'appelle ? C'est surtout à travers pas tellement les classes d'actifs, mais à travers notamment les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des perdants. Il n'y a pas que des perdants, d'ailleurs, à la force de l'euro. Enfin, nous, on regarde le luxe ou l'aérien. Il n'y a pas que des perdants. Et après, il y a quand même le marché obligataire, finalement, qui se tient parce que l'euro est fort. C'est-à-dire que si on commençait à avoir une défiance dans l'euro, on n'aurait pas forcément des taux allemands à 1,60, des taux français à 2,20. Donc voilà. Oui, ça permet d'avoir le pétrole simple de l'économie qui est l'argent, les taux d'intérêt et le pétrole tout court. On en profite évidemment. Et puis alors, juste un point, c'est pas que manipuler, c'est-à-dire que la zone euro est excédentaire. Il faut quand même le rappeler. Mais il faut en tenir compte quand on est investisseur, qu'on se dit tiens, je vais aller profiter de la croissance dans certaines zones peut-être plus dynamiques, mais qui ont des effets à contre-courant de leur devise. Pour répondre, je n'ai pas complètement répondu à votre question, sur les marchés émergents notamment, dont certaines bourses ont chuté considérablement. On peut avoir envie de revenir. Maintenant, attention à la devise, parce que vous avez il n'y a pas que les émergents. D'ailleurs, un porteur français qui aurait acheté du Japon depuis 2 ans,
ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que finalement, il voit le Nikkei qui a fait plus de 100%, et puis il a perdu en devises qu'il a gagné. Donc c'est la difficulté d'investir. Il faut se couvrir, voilà. Donc c'est toujours facile après coup, mais il fallait jouer le Japon sans le yen. Cette entrée ou ce retour de la Chine dans la guerre des monnaies, ça vous inspire quelque chose? C'est pas inquiétant quand même. Peut-être plus pour le Japon et la Corée que pour nous. Non, c'est clairement embêtant. Parce que ça fait un acteur de plus qui essaye de déprécier sa devise et c'est à somme nulle. Corentin demande où investir quand on est un investisseur prêt à prendre beaucoup de risques. Si vous deviez faire un pari sur le rouge, ce serait quoi? On aurait envie de répondre, si vous voulez prendre des risques, allez sur les actions. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'on peut aller sur les actions sans prendre de risques pour autant. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'actif le plus risqué. Alors, effectivement, quand on dit ça, on se dit, mais comment ça se fait, les actions, c'est volatile, etc. D'abord, on s'est rendu compte, alors on n'en parle plus beaucoup, mais que certaines dettes d'État pouvaient ne pas être remboursées. Hein. On ne reparle pas de la Grèce, mais encore, même l'Italie et l'Espagne, il y a 2 ans, on se posait la question. Le placement action, juste une anecdote, puisque vous avez fait référence à mes 28 ans d'ancienneté. Quand j'ai commencé dans la profession, le rendement obligataire était à 12%. Et le rendement action était à 4%. Voilà. Pour regarder les chiffres, 12% dans les années 85-86. Aujourd'hui, le rendement action est toujours autour de 4, 3,5-4. En revanche, les taux sont tombés à 2 et à 1,6 si on prend le rendement du Bund. Donc un investisseur action, qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui? Il se dit j'achète des actions, sauf à croire que demain on va détruire de la valeur et demain sera pire qu'aujourd'hui. J'ai un rendement qui est nettement supérieur au rendement obligataire. Donc après c'est une question de durée, parce qu'à court terme, effectivement, il peut se passer des tas de choses. Mais sur la longueur, c'est le placement que je recommande. Mais pour affiner cette question, celle de Corentin, est-ce que si vraiment l'investissement, disons, action le plus risqué pour vous, pour la poser différemment, ce serait quoi? Quelle zone géographique, quel secteur? Alors le plus risqué, ce serait l'Ukraine, la Russie, mais on n'a pas envie d'y aller non plus. Nous, clairement, dans nos Non, mais peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui veut prendre un risque se dit, je vais mettre 1% de mon portefeuille sur la Russie, parce que voilà, je peux... On a un ETF à la Bourse de Paris qui joue à la fois la Russie, l'indice et le rouble. Donc vous avez le double risque. Donc, si vous aimez les sensations fortes, l'indice Poutine, ça existe. On passe tout de suite. Mais ça dit Gazprom est une valeur qui n'est pas chère du tout, qui est à moins de 3 fois ses bénéfices et qui a des actifs et on ne parle pas de couper les oléoducs qui nourrissent l'Italie ou l'Allemagne aujourd'hui. On passe à notre dernière rubrique consacrée justement au conseil. Donc le premier conseil d'Hubert, c'est Gazprom, vous l'avez noté. C'est un joker. Un joker, vous le classez dans les jokers, oui, on a bien compris, donc avec du risque. Eric Tjurjman, un concept, vous, que vous aimeriez recommander à ceux qui nous écoutent, et avant de revoir l'émission dans 15 ans? Les banques. Les banques. Les banques de la zone euro, les banques françaises, parce que même si les choses s'arrangent, c'est pas encore dans la tête des investisseurs. On est encore meurtri, on se demande encore trimestre après trimestre s'il n'y a pas encore quelque chose dans les placards, et donc elles ne sont pas encore valorisées sur un scénario post-crise. Donc je crois qu'il y a encore de la valeur sur les banques, et notamment les banques françaises, sans discernement. L'Europe du Sud, vous achetez aussi ou ça a été trop vite? On continue à acheter des valeurs des banques de la zone euro et d'Europe du Sud. On peut aussi jouer par les banques françaises qui sont actionnaires en Italie, en Espagne. Un autre secteur que vous aimez bien en ce moment? Alors l'aéro, on l'a dit clairement. Voilà. Donc d'ailleurs dans nos portefeuilles européens, quand on les regarde, on est plutôt surpondéré sur les banques et l'aéronautique. Une banque qui financerait l'aérien, ce serait pas mal. A contrario, le secteur à l'écart, dont il faut rester à l'écart, ce serait quoi? Je ne suis pas très à l'aise sur l'immobilier, en fait. Premièrement, parce que je pense que ça servit de refuge depuis 5 ans, et qu'on n'en est pas complètement sorti, et qu'ensuite, si les choses s'arrangent réellement, on a commencé l'émission avec Jeannette Yellen, les taux, s'ils commencent à remonter, ça pèsera quand même sur le secteur immobilier. Donc on est plutôt à l'écart du secteur immobilier, qu'il soit commercial, de bureau, particulier? Oui, en général.
Hubert, vous suivez cette prévention? Vous avez Oui, cette même l'immobilier, prévention on n'a pas très envie d'y aller, sauf sur des dossiers très particuliers. On cite toujours Aéroport de Paris, qui est un centre commercial absolument exceptionnel. Mais est-ce que c'est de l'immobilier ou est-ce que c'est quelque chose qui surfe sur autre chose? Ça peut se discuter. C'est de l'aérien aussi, C'est de l'aérien directement. de la mondialisation. Un joker, alors, Les services pétroliers. Ah. Voilà. Ça a été- Schlumberger, Vallourec. Ouais, alors je pense aux sociétés CGG. franques, il y en a pas mal, Oui. Trot Technip, etc. Ça a été, il y a des raisons, hein, effectivement, puisqu'en fait, la réalité, c'est que les grandes compagnies pétrolières réduisent leurs investissements, donc les fournisseurs trinquent. Maintenant, voilà, c'est une question de balancier. À mon avis, on a été un peu trop loin. C'est un joker, hein, je ne dis pas que c'est un... Ouais. C'est là-dessus On qu'il le prend comme ça. faut fonder son portefeuille, mais il y a pas mal de choses dans les cours, et je ne crois plus qu'il y ait beaucoup d'investisseurs d'ailleurs qui sont encore investis sur ces valeurs. Le fait que le groupe Bourbon cherche à racheter ses propres actions Ouais. est le signe qu'il se passe quand même quelque chose où ils y voient clair eux-mêmes, parce que sinon ils ne le feraient pas. Mais c'est intéressant, cette question des fournisseurs et des équipementiers. On a le secteur aérien où finalement les équipementiers fonctionnent très bien, le secteur automobile où c'est plutôt le cas par rapport aux automobiles. Dans les télécoms, c'est le contraire, hein. On voit les difficultés dans Alcatel-Lucent. Et le pétrole, le parapétrolier, vous dites ça pourrait basculer, c'est ça? On est un peu entre les deux? Ça pourrait basculer, sauf à ce qu'on soit rentré durablement dans l'arrêt ce qu'on appelle des CAPEX, enfin des investissements, hein, des dépenses d'investissement des grands pétroliers. Maintenant, il y a les pétroliers cotés qui, eux, ont réduit, puis après, il y a les pétroliers dits d'État qui ont beaucoup moins réduit. Donc, je pense qu'on a eu tendance un peu à se débarrasser de l'ensemble du secteur sur un ou deux profit warning. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs pour ces analyses, ces décryptages, ces conseils. Merci à vous tous pour votre fidélité et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.